Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans l'émission Carole Royer. Salut Carole. Salut, ça va? Oui, ça va et toi? Bah ouais, ça va. Content d'être là. Ok, bah écoute, moi je suis ravi de t'accueillir sur l'émission et puis en plus tu vas pouvoir m'éclairer sur le titre de ton LinkedIn, c'est-à-dire mon sourire et ma boussole. Tu peux m'expliquer? Ah bah c'est un très long processus de travail sur soi qui a permis d'arriver à cette conclusion. Voilà, c'est ça. En fait, c'est à force d'expérience que je me suis rendu compte que je me sentais bien quand je souriais. Et donc quand je commence à voir que je perds mon sourire, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Voilà. Et donc voilà, d'où mon sourire à ma boussole. C'est tant que je souris, c'est que ça va. Et dès que je me rends compte que je souris moins, je prends du recul et j'essaie de comprendre pourquoi, parce qu'il y a toujours une explication. Voilà, donc c'est un petit peu ma devise en fait. Voilà. Alors t'es formatrice? Voilà, c'est ça. Je suis formatrice. Oui, alors je sais pas si je dois vous présenter ce que je fais exactement. Donc oui, je suis formatrice depuis longtemps, mais en fait indépendante depuis 2020. Ma formation principale, c'est tout ce qui est paye, URSSAF, tout ce qui est droit social. Parce que j'étais 10 ans inspecteur URSSAF et 5 ans consultante RH et manager. Et là, justement, je suis en train de créer une nouvelle formation sur plus la thématique de la communication authentique. Enfin, je l'appelle comme ça. Parce que je me suis rendu compte justement du haut de ces 15 ans sur le terrain où j'ai vu beaucoup d'entreprises, d'administrations, enfin vraiment de tout, on voit tout. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment du mal-être au travail, beaucoup de problèmes de communication qui entraînaient aussi beaucoup de départs, du coup des surcharges de travail, des burn-out, des dépressions. Enfin voilà, j'ai été confrontée de plus en plus à cette réalité et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, si du moins j'arrive à faire quelque chose avec ça. Mais voilà, il y a des choses qui sont parfois plus importantes que le technique justement. Et voilà, je me suis retrouvée à des situations un peu délicates et conflictuelles et je me suis dit qu'il fallait faire une formation là-dessus. Donc c'est ce que je suis en train de construire en ce moment justement. Voilà, mon but c'est de commencer à dispenser en 2023. Et puis formateur, enfin ça c'est la partie on va dire entreprise, mais j'écris aussi un livre sur l'estime de soi, juste pour le côté particulier. Pareil pour exactement la même raison, parce que ce que j'ai retrouvé en entreprise, je le retrouve aussi dans mes proches. Voilà, dans les personnes, je fais beaucoup de danse, donc dans les personnes aussi qui dansent. Et je me rends compte que pareil, il y a un certain mal-être, donc mais pas seulement dû au confinement, dû à beaucoup de choses, un changement de société, et qui font qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent pas bien dans leur basket. Et le but, voilà, de ce livre notamment, c'est de trouver des clés. Voilà, je fais part de mes expériences. Je parle pas de mon histoire, c'est plus des leçons que j'ai tirées de mon expérience en fait.
pour voilà, si ça peut aider des personnes, parce que moi en tout cas ça a aidé des personnes proches et ça a aidé des clients, ça a aidé des apprenants aussi en tant que formateur. Je me dis autant partager et voilà, si ça peut aider d'autres personnes à se sentir mieux, à retrouver la motivation, voilà, de faire des choses, voilà, autant voilà. Donc je me lance là-dedans. Alors, si tu connais un peu le podcast, tu sais que voilà, tu t'es présenté brièvement, on reviendra un petit peu sur ton parcours ensuite, mais on va tout de suite commencer par le portrait chinois. Est-ce que tu es prête? Oui, c'est chronométré? Non, c'est pas chronométré, mais est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Alors, Carole, si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? J'ai plusieurs couleurs, mais je dirais celle qui me correspond mieux, c'est le doré. Parce que pourquoi? Parce que je suis passionnée d'Inde et de Bollywood et donc je mets souvent du doré sur moi et je trouve que ça me va bien. Voilà, c'est ce que je préfère. Si tu étais un livre, quel livre serais-tu? Alors, le livre qui m'a le plus parlé justement en parlant de développement personnel, c'est Notre corps ne ment jamais d'Alice Miller, qui était une psychanalyste suisse et qui a beaucoup écrit justement sur l'enfance et elle a écrit ce livre sur justement l'importance du corps parce que voilà, j'ai fait entre autres il y a quelques années un burn-out et ce livre m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, de l'importance du corps justement sur le mental. Bon, j'en reparlerai plus tard, je pense, mais c'est un livre qui a parlé aussi à d'autres personnes parce qu'après moi je m'amuse à partager mes lectures et voilà, ça a été un déclic, un des livres qui a été un de mes déclics. Si tu devais choisir un moment de la journée, quel moment de la journée serais-tu? Alors, je dirais en fait le matin, je dirais, parce que je suis surtout du matin. Voilà, c'est là où j'ai le plus d'énergie, le plus de motivation. Voilà. Après, chacun son rythme. Moi, c'est là où j'ai le plus de motivation. Après, j'ai d'autres temps dans la journée que je citerai pas, je sais pas. Enfin, après, il y a le soir, j'ai plus de mal le soir parce que souvent je suis un petit peu plus mélancolique. Mais j'aime bien aussi, c'est une autre façon de ressentir les choses. Le soir aussi, la mélancolie, un peu de la journée, ce qui s'est bien passé, pas bien passé, pourquoi. J'aime bien aussi, en fait, j'aime bien le matin et le soir, quelque part. Ok pour les moments de la journée. Si tu étais une qualité, quelle qualité serais-tu? Une qualité, moi je dirais c'est toujours ma motivation. Je suis toujours motivée. Je suis toujours pas toujours souriante, hein, malgré ce que beaucoup pensent. Ça arrive que je sois pas souriante, j'ai aussi beaucoup de caractère. Mais je suis toujours motivée. J'y crois toujours. En fait, c'est ça. Je suis persévérante. Je crois toujours que c'est possible. Je me dis jamais que j'ai nos limites. En fait, c'est nos limites. Voilà, c'est moi. Nos limites. Nos limites, c'est un peu comme le podcast, hein, sans limite. Voilà. Bah justement, on va parler de podcast. Si tu devais choisir un podcast, lequel choisirais-tu? Je vais pas dire le tien parce qu'en fait, très honnêtement, bon après je suis toujours honnête, hein, j'écoute pas de podcast. Donc je sais que c'est la grande mode, j'ai des amis qui sont dedans, voilà, toi, que je connais quand même depuis un petit moment sur LinkedIn. Mais j'écoute pas de podcast, moi j'aime bien l'image en fait. J'aime bien l'image. Moi je préfère j'aime bien avoir un visage, j'aime bien voir les gens en vrai ou en visio plus que quelque chose de sonore. Voilà, je suis plus visuelle. Mais après c'est bien, après chacun ses supports, hein. Après il y a des personnes qui sont plus podcasts, il y a des personnes qui sont plus lecture, enfin chacun
sa façon d'avancer, je dirais. Hein. Après, tous les supports ont raison d'être. Voilà. Mais moi, j'avoue, j'en suis aucun, donc je vais pas mentir en disant je suis un tel. Je suis pas de podcast. Ok, pas de podcast alors. Alors, une autre question, hein. Si tu étais une musique, quelle musique serais-tu? Donc, quand t'entends musique, c'est une chanson. Une chanson, une musique, ça peut être la musique classique, ça peut être... Moi, ouais. Après, moi, je suis pas... je suis très particulière. Moi, j'aime beaucoup la musique indienne. Donc, on va dire, beaucoup disent Bollywood. Plusieurs types de musique en Inde. Mais moi, c'est surtout ça que j'écoute quasi toute la journée. Et voilà, et mes enfants s'y mettent aussi. Donc, du coup, on vit dans ce petit monde-là. Si tu étais un mot, quel mot serais-tu? Moi, sourire toujours. Sourire parce que je trouve que c'est un mot important qu'on oublie beaucoup. Voilà, je trouve que le sourire, ça peut éliminer la journée d'une personne, voire plus parfois. Et des fois, ça manque. Hein, quand je vois des personnes qui sourient pas, j'essaie toujours de détendre l'atmosphère pour voir des sourires. Et c'est ça qui me marque le plus. En tout cas, le mot sourire, moi ça me parle. C'est vrai qu'un sourire, ça fait toujours du bien. Si tu étais un animal, quel animal choisirais-tu? Moi, mon animal préféré, c'est l'éléphant. Toujours un lien avec ma passion pour l'Inde, c'est mon animal préféré. Voilà. Et si tu vois tout en gris, il y a un proverbe indien qui dit si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant. Pas mal, pas mal. Regarde. Donc si tu te vois tout en gris, déplace l'éléphant. C'est intéressant, c'est intéressant. En gros, c'est change de perception, quoi. Ouais, change de perception, bouge. Allez, encore deux petites questions et on attaque ton mental. Si tu étais une citation, quelle citation serais-tu? Une citation. Je cherche un... Il y a la mienne que j'aime bien quand même. Mon sourire m'a ça, mais c'est pas une citation de quelqu'un. Il y en a une, je sais plus qui l'a dit. Je crois que c'est Victor Hugo qui a dit c'est parce qu'elle est c'est à propos de l'intuition qui dit c'est parce que l'intuition est mystérieuse qu'il faut l'écouter. Et j'aime bien cette citation. Ok, j'aime bien. J'aime bien aussi. Écouter son intuition. Elle est souvent révélatrice de plein de choses. Allez, la dernière. Si t'étais une danse, tu serais quelle danse? Bon, voilà, c'est déjà la réponse. Hein. Une danse indienne, voilà. Il n'y a pas des spécificités dans la danse indienne? Ouais, beaucoup. Hein. C'est moi, je suis tombée amoureuse de cette danse parce que après, toutes les danses ont des spécificités. Hein. La danse indienne, il y a beaucoup de... En fait, en Inde, ils utilisent beaucoup les mains et le regard pour faire passer des émotions et même des mots. En fait, on peut pas juste avec les mains raconter une histoire. En fait. Comme un peu la langue des signes, en fait. Et voilà, les gens qui comprennent la danse classique, c'est plutôt classique, en fait, ils comprennent rien qu'avec les mains quelle est l'histoire. En fait. Et pareil, il y a beaucoup le regard, en fait, on travaille beaucoup le regard, faire passer les émotions par juste le regard, même pas les lèvres, rien, juste le regard. Et je trouve que c'est vraiment intéressant comme danse, c'est très très technique, très très compliqué. Mais il y a plein de choses à apprendre de la danse indienne. Bon, écoute, merci beaucoup pour ce petit portrait chinois qui nous a permis de te découvrir un petit peu plus et de te dévoiler. On va revenir sur ton parcours. Et si je te dis, qu'est-ce qui t'inspire ton parcours? Qu'est-ce que tu me réponds? Qu'est-ce qui m'inspire? Moi aussi, il y a un terme
que je choisirais sur mon parcours, c'est atypique. Voilà. Après, on parle beaucoup d'atypie, mais c'est vrai, mon parcours il est très très atypique. Aujourd'hui, j'en suis fière. Voilà. Peut-être qu'à un moment donné, ça me posait problème justement de pas avoir un parcours très conforme, mais maintenant je l'assume. Voilà, c'est ça ce que m'inspire mon parcours. Je sais très bien que comment dire, il y a personne d'autre qu'à mon parcours, ça c'est sûr. Voilà, parce que j'ai eu un métier très spécifique. Qui était j'étais inspecteur URSSAF, donc j'ai quitté ce métier, donc on est déjà très très peu à avoir quitté l'URSSAF en étant inspecteur, donc je sais pas, on est peut-être une dizaine en France déjà, donc c'est pas beaucoup. Et après effectivement de aussi d'avoir créé ma boîte, pareil on est encore moins nombreux, et puis en plus m'orienter sur le bien-être, ben c'est simple, je suis toute seule. J'ai vraiment un parcours que je sais qui est vraiment qui sort des sentiers battus, quoi. De toute façon, souvent on me demande pourquoi j'ai quitté URSSAF, pourquoi j'ai monté ma boîte, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est clair que c'est un parcours complètement atypique et je le vis très bien aujourd'hui. Voilà. Ok, bon, on va pas trop poser la question pourquoi t'as quitté l'URSSAF. On va surtout parler de ton mental. Ouais. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça te parle? Bah oui, bien sûr. Pour moi, il n'y a rien d'impossible. Hein. Ça a toujours été. Par contre, ça, jamais travaillé sur moi pour ça. Je suis quelqu'un qui a aucune limite, qui adore le challenge. J'adore me challenger à tout le temps. En fait, c'est même un petit peu. J'essaie de me freiner parfois parce que des fois, je me dis justement la routine c'est aussi bien parce que ça repose le mental aussi hein, et le corps. Mais moi, j'ai jamais de limite en fait. C'est justement c'est justement les personnes extérieures, hein, que ce soit au travail, mon boss, ou que ce soit au niveau privé, qu'on me met des limites parce que moi j'en ai aucune. Très sincèrement, dans ma tête tout est possible. Après, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans ses rêves, dans l'imaginaire. Enfin, j'ai une grande rêveuse et moi. Voilà, quand on me dit les licornes existent, moi je peux y croire. Enfin, je dis après, il y a personne qui me prouve que ça n'existe pas. Ce que je dis à ma fille, mais c'est vraiment ça. Ou quand effectivement à l'école, parce que j'ai des enfants qui sont petits, on dit bah les nuages ils sont bleus. Moi j'ai la maîtresse. J'ai eu un grand débat là-dessus. Je dis non, je suis désolée, les nuages ils sont pas bleus là ce matin, ils sont roses avec le lever du soleil. Enfin voilà, moi tout est possible dans ma tête. Alors, on va parler de ton mental. Et souvent, la première question que je pose, c'est si tu devais définir le mot mental, ça serait quoi ta définition à toi, Carole? Du mot mental? Oui. Bah, le mental, une définition du mental. Mental, c'est c'est tout ce qui est cerveau. Ça, c'est sûr, hein, j'apprends à personne. Et pour moi, le mental, il a un rôle, de toute façon, c'est pour ça qu'on est là, il a vraiment un rôle important, c'est clair. Il a vraiment un rôle important parce que la façon avec laquelle on pense va tout conditionner, va conditionner beaucoup de choses, va conditionner comment on se comporte, comment on réagit à une critique, et surtout dans notre société actuelle où on est très vite jugé tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Avoir un bon mental, c'est primordial. Par contre, là où on se rejoint, moi, je pense, je sais pas, c'est que pour moi, c'est essentiel, hein. Mais il y a pas que le mental qui est essentiel. Il y a d'autres choses aussi. Voilà. Ok, tu penses à quoi? Pour moi, en fait, il y a 4 dimensions. Enfin, voilà, je donne une théorie, hein. Pour moi, il y a 4 dimensions. Effectivement, le mental, on fait partie. Voilà, il y a des personnes qui effectivement qui se mettent beaucoup de limites, donc par rapport à leur éducation, par rapport à leur environnement, par rapport à des peurs, etc. Qui se mettent beaucoup de limites, et le mental il est vraiment primordial.
Mais pour moi, il y a d'autres choses. Alors, il y a aussi, en fait, pour moi, ce que je parle, c'est 4C. Alors, je sais plus qui avait sorti ça, mais je suis d'accord avec ça. Il y a effectivement le cerveau qui est mental, mais il y a aussi le cœur. Alors, certes, les émotions, les contrôles, c'est un peu avec le mental, mais pas que, quoi. Il y a des moments physiquement, moi étant hypersensible, je ressens vraiment physiquement une émotion et j'ai beau, bien sûr, j'ai appris à prendre du recul, etc., mais je le ressens vraiment physiquement. On dire que c'est que dans le cerveau, déjà, je suis moins d'accord. Et puis après, il y a aussi le corps. Donc, je pense qu'en tant que sportif, tu vas être assez d'accord. Et en tant que danseuse, j'ai constaté mais des centaines de fois, c'est que y a des personnes qui vont pas bien. Moi aussi, je l'étais, hein, j'ai fait un burn-out, donc et pourtant j'ai un mental fort, mais en fait le burn-out il vient du fait que c'est mon corps qui est lâché et c'est pas mon mental. J'ai toujours justement eu un grand mental en disant je suis une superwoman, etc. Et c'est vraiment mon corps qui a lâché. Un matin, j'arrive pas à me lever en fait. Et je le vois en danse. En fait, je vois tellement de femmes donc qui se mettent la pression aussi parce que c'est beaucoup de pression d'être surtout maman aujourd'hui parce qu'on veut travailler, on veut gérer les enfants, la maison, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup de pression. Et quand elles sont à la danse, elles s'épanouissent en fait à travers la danse. J'ai vu des personnes qui étaient vraiment mal, en début d'année, qui en même pas une année se retrouvent épanouies. Même l'entourage remercie l'association d'avoir épanoui leur fille. Enfin voilà, donc il y a quand même le rôle du corps qui est vachement essentiel. Et on l'oublie beaucoup dans notre société occidentale en fait. On mise beaucoup sur le cerveau, mais le corps, dans certaines justement sociétés plus orientales, c'est très important. Le corps, les massages, voilà, ils prennent beaucoup soin du corps que nous. Et puis la dernière dimension pour moi, c'est la conscience. La conscience, c'est pas forcément une religion, mais c'est un aspect un peu plus spirituel où on a conscience que en fait on est tous les uns avec les autres, qu'on n'est pas grand chose sur cette terre. Voilà, c'est plus ça que c'est un peu d'humilité, du partage, voilà, de la collectivité. C'est savoir qu'on fait partie d'un environnement, qu'on est tous interactifs, qu'on est tous en connexion. Et que finalement on n'est pas grand chose sur terre. Avoir cette conscience là et voilà, ça permet aussi de prendre aussi du recul aussi par rapport voilà, des fois on se fait tout un monde voilà, d'une erreur, enfin peu importe, voilà, on fait une erreur dans son travail et on a l'impression que tout va s'arrêter, alors que non, travail, voilà, si tu fais une erreur, c'est pas grave, il y a personne qui meurt. Ça, c'est des trucs qu'on retrouve beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression, enfin, leur monde, il est tellement petit que avec un gros ego que ils ont l'impression que voilà, si par exemple un spectacle de danse, il se passe mal, leur vie va s'arrêter. Mais non, moi je dis toujours, ah non, enfin, c'est un petit spectacle dans telle ville, tout le monde il va pas s'arrêter si à un moment donné il y a un couac. Enfin, les gens se mettent beaucoup la pression en fait. Des fois, c'est bien justement de voir qu'on est petit dans ce monde. Le monde est grand. Personne ne peut sauver le monde. Personne, voilà. Et ça, on l'oublie aussi. La spiritualité en France se perd beaucoup. Moi, je suis d'accord sur le lien entre le corps et l'esprit. La seule fois où j'ai pas écouté mon corps, c'est mon corps qui m'a rappelé qu'il fallait que je m'arrête. Une petite rupture du tendon d'Achille, ça m'a calmé. Ça m'a permis de me reposer et d'écouter mon corps. Voilà, pour la petite histoire. Après, on n'a pas le choix. Et là, le mental est important. C'est ça qui est, en fait, pour moi, il y a une connexion entre ces 4 dimensions. Là, comme je disais tout à l'heure avec la spiritualité, finalement, après, on fait marcher son cerveau. Mais en fait, il y a toujours une connexion. Quand, par exemple, le corps, voilà, on se blesse, et le mental, effectivement, le corps dit stop. Donc, c'est ce que dit d'ailleurs ce livre, quand je dis notre corps ne ment jamais, c'est une des choses qu'ils disent. Ça veut dire que le corps dit stop, mais là, le mental, après, il est important parce que souvent, quand les gens, ils tombent malades, quand ils se blessent, etc.,
le vivent très mal, pas seulement parce qu'ils ont mal, mais parce que après ils se disent je suis faible, je suis un loser, je perds mon temps, je perds du temps dans mon travail, je vais me faire virer, etc. Là, le mental aussi, là, il reprend un petit peu le relais, quoi, parce que effectivement, dans ces cas-là, non, faut pas se dire ça. Enfin, il y a le rôle des pensées, c'est non, t'es malade parce que j'en ai trop fait, parce que j'ai pas pris soin de moi. Et la prochaine fois, j'équilibrerai mieux. Ma vie privée, ma vie professionnelle, ou je fais peut-être trop de sport, j'étais fatiguée, peut-être qu'il faut que j'en fasse un peu moins, ou voilà. Mais faut pas se dire j'ai fait un burn-out. Enfin, j'entends beaucoup sur burn-out. Je suis faible. Non, c'est pas t'es faible. Au contraire, c'est le burn-out. Enfin, j'ai lu un livre qui était pas mal d'un religieux qui dit que c'est le don de soi. En fait, c'est les gens qui font des burn-out, c'est des gens qui justement donnent trop. Ils sont trop dans l'empathie. Enfin, il n'y a pas de trop, mais qui ont une tendance à l'empathie, etc., au don de soi, et du coup qui s'oublient en fait. Et de se dire j'ai fait un burn-out parce que je suis faible, c'est mal raisonné en fait. En réalité, t'as fait un burn-out parce que t'as trop donné, c'est déjà différent. Voilà. Donc faut faire attention à ce qu'on se dit après. Effectivement. Alors toi, ta préparation mentale personnelle, elle se déroule comment? Tu fais quoi pour te préparer mentalement aux échéances que tu as préparées ou au quotidien, tout simplement? Alors moi, j'ai plein de petits outils. Alors, pour me préparer, pour le matin, par exemple. Pour préparer ta journée ou quand tu as une grande échéance une réunion, une formation à préparer, comment tu te prépares, quoi? Et quels sont les outils que tu utilises? Moi, je dirais il y a 2 gros outils pour ça. Le premier outil, c'est l'organisation. Je suis très organisée. Voilà, même si je suis bordélique dans ce que je suis très organisée. Donc, je sais très bien. Moi, je m'imprime des calendriers tous les mois parce que j'aime bien le papier encore. Même si je mets des trucs dans l'agenda Google. Mais je m'imprime des agendas tous les mois, en fait. Et je me marque. En fait, j'ai des codes couleurs, comme à l'école. Et je me marque mes rendez-vous, je me marque mes échéances. Du coup, en fonction de ça, c'est aussi un reste aussi de ma formation d'audit et d'inspecteur, c'est que en fonction de ça, je fais un rétro-planning. Je me dis là par exemple la semaine prochaine, j'ai toujours de formation à 3. Déjà il y a déjà 3 semaines, j'avais pris mon billet. Puis après là, il faut que je prépare pour qu'ils puissent imprimer les supports. Et puis je me donne des deadlines, en fait. Et c'est très organisé, en fait. J'ai une visibilité au mois, à peu près. Puis je me dis, j'ai des codes couleurs avec des trucs qui sont vraiment primordiaux. Et là, là, je me dis, il faut que j'anticipe la logistique, il faut que j'anticipe ça. Et du coup, tout est clair, en fait. Et après, le soir, c'est souvent le soir, je fais un point sur ma journée et je me remémore, plutôt le soir, je me remémore ce qui est vraiment important que je fasse le lendemain matin. Le lendemain. Ce qui est essentiel que je fasse le lendemain, ce qui est bien que je fasse en plus. Mais je me surcharge pas non plus. Et je me le fais toujours le soir parce que je sens que je dors beaucoup mieux. Après, c'est chacun sa technique, mais moi, je dors beaucoup mieux si je sais le lendemain, c'est clair, quand je me réveille, hop, mon cerveau s'active, je sais exactement ce que je dois absolument faire, ce qu'il est bien que je fasse, et si je fais en plus, c'est mieux. En gros, c'est ça. Et du coup, c'est quand je me lève le matin, je sais, j'ai pas d'anxiété, rien en fait. Je aucune. Et après, le deuxième outil que j'utilise beaucoup, c'est la visualisation. Et c'est ça qui m'aide aussi qui m'aide. Disons que maintenant, c'est devenu automatique. C'est que je visualise toujours ma journée comme si tout allait vraiment bien se passer. Là, par exemple, cet après-midi, j'avais une réunion de 2 heures très, très, très importante. Je me suis dit, ça va bien se passer, je vais voir un visage, on va échanger, je vais apprendre des choses. Je me dis, et du coup, je le vois toujours positivement.
Voilà, parce que je visualise et je me dis ouais ça va être bien, je vais apprendre, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir mieux préparer ensuite ma formation, etc. Je vois jamais en négatif en me disant oh là là il va me critiquer, il va faire ci, il va faire ça, ça va me prendre du temps. Je vois toujours en positif. Voilà. Et du coup je trouve que le positif ça permet de se projeter positivement. Donc on y va. Enfin moi en tout cas en étant organisée et en visualisant toujours les choses de façon positive, j'ai aucun stress, qu'on a toujours un petit peu, mais j'ai pas de stress ce matin, même si j'ai un truc hyper important, j'ai pas d'anxiété en fait. Ok, bah ça t'a aidé en tout cas à te préparer et puis on va dire à envisager la journée d'une certaine manière et puis après il y a toujours des remédiations en fonction des événements. Après tout ça, je l'ai appris avec des expériences, hein, c'est toujours pareil. Hein, j'ai pas appris comme ça à l'école ou au travail, j'ai pas eu une formation. C'est vraiment des expériences, hein, parce que par exemple l'histoire de j'ai toujours été quand même assez organisée, mais l'histoire de voilà, je revois mes objectifs à la fin de la journée, et puis comme ça le lendemain c'est clair, et je vois ce qui est essentiel, important, et en gros si je le fais c'est pas. Ça, je l'ai appris justement suite à mon burn-out, parce que en fait je faisais après j'ai vécu vraiment des situations vraiment galères. Je vais pas raconter ma vie, mais vraiment une situation que je souhaite à personne. Voilà, en tant qu'inspecteur, mais encore plus en tant que consultante. Voilà, on arrive dans des situations qui sont catastrophiques. Hein. En général, quand on est consultant, c'est pas dans une entreprise où tout va bien. Et donc, j'avais tellement de stress, et moi, je suis hypersensible, donc j'emmagasinais tellement de stress de tout le monde, et c'était toujours des trucs très anxiogènes, très conflictuels, très délicats. Enfin, c'était toujours des situations. Et du coup, j'ai un burn-out aussi ça, parce que j'ai emmagasiné trop de stress dans mon corps. Et en fait, c'est suite à ça, je me suis dit qu'est-ce que je dois changer, parce que suite à ça, je faisais des crises d'angoisse le matin au réveil, et je me dis comment faire pour plus avoir ces crises d'angoisse. Et je me suis jamais dit il faudrait que je prenne un anxiolytique. Voilà, comme on dit souvent en France, prends un anxiolytique. Voilà, je sais que mon père m'avait dit voilà, prends un antidépresseur machin. Je me suis jamais dit non, je vais faire ça, ça va être la solution quoi. Moi, je me suis toujours dit ça, c'est vraiment une béquille quoi. Les médicaments, c'est pas la solution. Donc, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas avoir cette anxiété le matin, parce que je me mettais beaucoup la pression et que je savais que la journée allait être compliquée. Et je me suis dit ben voilà, il faut que je me fixe les objectifs la veille, parce que finalement, j'avais tellement de trucs à faire le lendemain que en fait mon cerveau quand il se réveillait le matin est en mode panique en fait. C'est ça qui se passait. Hein. Du coup c'est pour ça que maintenant je le fais le soir. Je sais exactement ce que je passe le lendemain, et je visualise toujours positivement ma journée, et j'ai plus en tout cas depuis, parce que ça fait quand même depuis 4 ans maintenant, j'ai plus du tout d'angoisse le matin, mal au ventre, parce que voilà il va y avoir quelque chose d'important. Mais j'ai appris avec l'expérience quoi. Voilà. Après, chacun ses outils. Voilà. Après, on est tous différents. Il y a des outils qui marchent sur certains, d'autres sur d'autres. Mais en tout cas, c'est pour dire que voilà, c'est pas une fatalité parce que on a un environnement stressant, etc. On en a tous. Hein. C'est pas une fatalité de se lever le matin avec la boule au ventre. C'est possible de travailler sur soi pour le matin être motivé, malgré qu'on sait qu'on va avoir une période difficile dans la journée pour X raison. Justement, tu parles de motivation, je vais embrayer dessus. C'est quoi tes trucs pour te motiver au quotidien? Pour me motiver, en fait, il y a aussi un truc qui me motive au quotidien. Comment dire? Je trouve que pour garder la motivation sur la durée, voilà, hein, parce que pour garder la motivation, ce qui est important, c'est il y a 2 choses pour moi qui sont importantes, qui ont bien marché chez moi, donc c'est pareil, après chacun son truc. C'est déjà, c'est le soir avant de se coucher,
c'est de faire ses gratitudes. Donc, je fais ça avec mes enfants maintenant. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, avant de se coucher, on se dit quels ont été les 3 meilleurs moments de notre journée. Et puis après, on échange. Pourquoi ça a été ton moment préféré, etc. Et ça, c'est un truc pareil qui a bien marché chez moi parce que on se rend compte que les 3 moments préférés de la journée, c'est très rarement parce qu'on a réalisé sa to-do list, ou parce que on a réussi à rédiger 50 mails. En général, les 3 meilleurs moments de la journée, ça n'a rien à voir avec ça. En général, c'est un câlin des enfants le matin. C'était un moment d'échange avec sa fille. C'était un échange avec un collègue. C'était d'aller danser. Donc c'est des choses comme ça. Et je trouve que déjà ça nous permet de nous rendre compte qu'effectivement de prendre du recul justement sur le fait d'avoir beaucoup de mails le matin quand on arrive au boulot, sur le fait que je sais pas, votre boss il fait pas il vous donne pas de promotion, c'est comme ça. Ça permet de relativiser parce que finalement je trouve qu'on en donne une importance qui n'en a pas en réalité. Quand on réfléchit après à notre premier moment, et on s'agace pour des choses qui finalement sont pas si importantes que ça. Et puis je trouve aussi ça permet aussi gratuit, pas seulement ça permet aussi de partager quand on le fait. Effectivement, moi je le fais avec mes enfants. Ça permet aussi de mieux les connaître aussi, mieux se connaître. Voilà. Du coup, moi je connais très bien ma fille, mon fils. Je sais très bien en général ce qu'il aime faire, ce qu'elle aime faire, ce qui l'agace, ce qui lui fait peur en fait. Et du coup c'est vraiment intéressant les gratitudes et le fait de partager ça en plus avant de se coucher, du coup on s'endort sur du positif, on réfléchit un petit peu justement à ces 3 meilleurs moments, on se dit justement tiens, finalement mes 3 moments importants, ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec le travail. Et puis le lendemain aussi ça aide à se motiver parce qu'on arrive sans motivation. Du coup quand on s'endort sur le positif, déjà on dort mieux, plus sereinement, mais en plus quand on se réveille on a plus sa patate quoi. Ça c'est vrai et ça marche bien. Je connais plein de personnes qui ont fait ça et ça a marché assez rapidement quand même. Il faut le faire plusieurs fois, bien sûr. C'est pas on le fait une fois et on arrête mais si on le fait tous les soirs, après c'est toujours pareil c'est une nouvelle habitude et après ça devient un automatisme et après on n'y pense plus c'est comme se laver les dents en fait au bout d'un moment on fait ses gratitudes et jour où je vais pas y penser il y aura ma fille, mon fils qui dira on n'a pas fait les 3 meilleurs moments. Donc ça devient une habitude en fait, mais c'est une bonne habitude. Et l'autre truc pour se motiver, je trouve c'est de débrancher son cerveau justement par du mental. On a tendance à croire, moi je le croyais, que d'être faut toujours être concentré, focus, avant de travailler 7 heures par jour, etc., 35 heures max. Mais on sait maintenant avec les neurosciences que c'est pas possible, en fait. On peut pas être concentré 7 heures par jour. C'est ceux qui vont vous dire que si ils le sont, c'est du vent, c'est pas vrai. On ne peut pas être concentré 7 heures par jour. Et les neurosciences disent notamment, je sais pas où ils en sont maintenant, mais j'avais lu une chose comme quoi on avait 1h30 de concentration. Voilà. Et moi, je dirais même, en ayant été prof à des étudiants, que plus génération arrive, plus on est à 1 heure de concentration avec l'immédiateté, etc. Donc, du coup, avec cette donnée, quand même, qui est une donnée scientifique, on sait très bien qu'on peut pas être concentré 7 heures. Donc, pourquoi faire semblant, en fait, d'être concentré et pourquoi ne pas faire de pause? Parce que il y a beaucoup de personnes maintenant qui font plus de pause, vraiment, même limite, elles mangent devant leur PC, etc. Et en fait, c'est contre-productif. Franchement, c'est contre-productif. Moi, depuis que, justement, suite à mon burn-out aussi, j'ai appris, depuis qu'au départ, je m'obligeais à faire des pauses. Je mettais même mon réveil toutes les 1h30 pour m'obliger à faire une pause au bout d'1h30 parce que j'étais tellement concentrée. Non, de faire des pauses, franchement, ça permet plein de choses. Ça permet justement de reposer son mental, de prendre du recul. Ça permet et de faire des pauses, c'est hyper important. Et
Et ça permet moi, je trouve que ça permet d'être motivé, justement. On peut pas être motivé pendant 7 heures par jour à travailler. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, depuis que je fais des pauses, je sens que ma motivation, elle est à chaque fois plus importante. Voilà, je suis motivée 1h30. Après, je fais des pauses. Moi, je diversifie mes activités, ce qui me permet une fois que je suis déconcentré de quelque chose et que je sens que je suis plus efficace, d'aller faire autre chose. Et du coup, je reviens plus facilement sur la chose que j'ai arrêtée avec plus de motivation et plus d'efficacité. Donc, je fais des petits, j'ai plusieurs activités. Et du coup, je fais des petits bonds, quoi. Je passe de l'un à l'autre et ça me permet d'être efficace. En tout cas, quand je sais que je suis moins efficace, je préfère m'arrêter, pas forcer et puis passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai, il y a ça aussi. C'est vrai que, des moments, on a travaillé, je sais pas, un temps sur un thème et on n'a plus d'inspiration ou on se sent plus concentré. C'est vrai que ça sert à rien de continuer. Enfin, moi aussi, je fais ça. Je dis, bon, voilà, sauf si vraiment c'est obligatoire et que je peux le rendre à la fin de la journée ou le lendemain, mais sinon, je me dis, autant que j'avance sur quelque chose et je me dis, moi, j'avance peut-être sur autre chose, mais en même temps, j'avance dans tous les cas. On vient de parler de la motivation, mais on n'a pas pris les questions dans l'ordre. J'aimerais revenir sur une question fondamentale. On a parlé un petit peu parce que tu écris un livre sur l'estime de soi. Moi, je le relie un petit peu aussi à la confiance en soi. Je voulais savoir, en fait, quel était ton positionnement par rapport à la confiance en toi et comment tu faisais pour la construire, ta confiance en toi. Confiance en moi? Pour moi, pour moi, il y a deux choses, hein. Il y a l'estime de soi et la confiance en soi. Il y a 2 niveaux. Enfin, pour moi, la base, c'est d'abord l'estime de soi. Et l'estime de soi, pour la construire, moi, c'est ce que j'ai toujours à mes proches, etc. Il faut vraiment, il y a une clé qui est assez simple quelque part, mais qu'on pratique pas de façon automatique, parce qu'on ne dit pas. C'est vraiment d'être son meilleur ami. Voilà. C'est vraiment pour bâtir son estime de soi, pour vraiment être son meilleur ami. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se parle, en fait, on se parle beaucoup intérieurement. On s'en rend pas forcément compte, mais on se parle beaucoup. Et en fait, c'est de se dire ce qu'on dirait à son meilleur ou sa meilleure amie, au lieu de se dire, parce qu'on a tendance à se dire, voilà, je suis nulle, je vais pas y arriver, c'est compliqué, ça sert à rien, voilà, toute la négativité qu'on entend, on se le dit aussi, en fait, si on n'y prête pas attention. Et en fait, moi, c'est vraiment ce qui a tout changé sur l'estime de moi. J'avais une très mauvaise estime de moi. Et de me dire, non, maintenant, je me parle comme à ma meilleure amie. C'est-à-dire, je vais me dire, si tu peux y arriver, t'as toutes les ressources en toi, tu es aimé, j'ai plein de mantras, en fait. Et j'ai plein de choses comme ça. Que je me dis intérieurement, je suis une bonne mère, je suis fière d'être maman, je suis fière d'être hypersensible. J'ai plein de phrases comme ça que je me dis. Et en fait, et du coup, je trouve que ça change tout parce qu'on est tellement jugé de plus en plus. Et il y a tellement de négatif de nous, encore plus depuis le confinement, la guerre, etc., que si intérieurement on se parle mal, on peut pas avoir une bonne estime de soi. Donc c'est la première chose, c'est bien se parler intérieurement de sa meilleure amie. Et après, pour la confiance en soi, je pense que c'est un niveau supplémentaire. C'est par rapport à ce qu'on va faire pour améliorer la confiance en soi. Pour moi, c'est pareil, il y a qu'un outil, c'est l'action, quoi. Si on fait rien, la confiance en soi, elle est en berne. Et pour avoir une bonne confiance en soi, faut toujours faut passer à l'action. Voilà, faut pas juste penser, j'ai les ressources en moi, etc. Donc ça, c'est une première chose. Il faut avoir cette base-là. Si on l'a pas, on peut pas avoir une confiance en soi. Mais après, pour vraiment avoir confiance en soi dans ce qu'on fait, etc., dans ce qu'on dit, etc., il faut passer à l'action. Il faut pratiquer, il faut expérimenter. Il n'y a pas d'autre chose, quoi. Dès lors que, moi, ce que je dis, c'est dès lors que on a souvent peur de ce qu'on connaît pas. Donc, forcément, c'est comme ça. Donc, on ne connaît pas, on a peur. Mais si on a la peur plus derrière, quelque part, un peu une excitation, c'est-à-dire si j'arrive
toujours cette visualisation. Si j'y arrive, je serai fière. Si j'arrive à avoir ce diplôme, si j'arrive, je sais pas, danser devant un public, etc. Bah, quand il y a la peur plus excitation, faut y aller. Faut pas commencer à dire, je sais pas, non, faut y aller. Et puis, bah, si c'est pas parfait, bah, ce sera sans doute pas parfait la première fois, puisque, bah, ça peut pas être parfait la première fois. Mais plus on va le faire, plus ce sera acquis, et plus on sera meilleur. Voilà. Moi, c'est ma clé pour la confiance en soi. Faut pas trop se poser, des fois, on se pose trop de questions. Voilà, est-ce qu'on est légitime? Est-ce qu'on a assez d'expérience? Est-ce que, voilà, mais il faut pas, en fait. Dire, j'ai les ressources en moi. Si j'ai peur et qu'en plus, je serais fière de le faire, voilà, faut être fier de le faire. Après, si j'en ai juste peur, on n'aime pas, ça sert à rien. Mais s'il y a une excitation derrière, faut le faire et c'est tout. Au pire, ce sera peut-être pas parfait, mais au moins on aura essayé et on aura avancé. Pareil, on aura avancé dans ce qu'on fait, on aura appris des choses. C'est jamais perdu. Si je te dis le regard des autres, ça t'évoque quoi? Oui. Ça m'évoque quoi? Bah c'est toujours pareil, hein, c'est toujours sur le même thème. Regard des autres, tant qu'on n'a pas une bonne estime de soi et confiance en soi, ben tout tourne autour du regard des autres. Parce que voilà, qu'est-ce qu'il va dire? Donc si je fais ça, si je le fais pas, si je pense ça, si je pense pas ça. De toute façon, on est toujours jugé. Peu importe ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, ce qu'on dit ou ce qu'on dit pas. Enfin, ça part toujours de l'estime de la confiance en soi. Si on a une bonne estime de confiance en soi, le regard des autres, je vais pas dire qu'on s'en fiche, mais on sait ce qu'on vaut, on sait où on veut aller, et après, bah, s'il y en a qui critiquent, bah, ça dépend. Après, des fois, elle est constructive, mais bon, souvent, elle l'est pas. Ou bah, ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre, et puis on continue. De toute façon, les personnes qui critiquent. Après, moi, j'ai toujours les personnes, parce que il y a des personnes qui sont blessées des fois par des critiques, des fois même des critiques de personnes qu'elles connaissent même pas sur les réseaux sociaux. Moi, je dis, bah, elle a bien du temps à perdre à critiquer cette personne. Enfin, moi, j'ai pas le temps de critiquer. J'ai pas le temps de critiquer les autres. Et puis, si ça me plaît pas, si je vois une vidéo, ça me plaît pas, ben, je dis rien. Pourquoi je dirais quelque chose après? C'est bien, la personne elle a le courage de poster une vidéo. Ah ouais, peut-être que ce qu'elle dit ça me convient pas, peut-être que c'est pas parfait, peut-être qu'il y a des erreurs dans ce qu'elle a dit, mais pourquoi je dirais je la critiquerais en fait. Enfin, je vois pas trop l'intérêt en fait de donc faut pas faire attention à ce que les autres disent. Souvent ils critiquent parce qu'ils ont pas le courage de le faire, ils critiquent parce qu'ils savent pas quoi faire, ils critiquent parce qu'ils ont l'impression que ils se valorisent comme ça et que, mais bon, moi franchement, regarde des autres. Après, c'est quand même intéressant d'avoir des échanges. Enfin, quand on a des personnes, c'est vrai qui sont un peu dans notre sens et qui nous apportent, c'est aussi enrichissant, hein, mais voilà, après, il faut s'affranchir quand même la majorité des critiques et voilà. Et tout ça, de toute façon, comment on s'affranchit, c'est en ayant une bonne estime, confiance en soi. Il n'y a pas d'autre clé. Tant qu'on n'est pas sûr de soi, qu'on n'est pas sûr de penser bien, etc., on est dépendant de ce que pensent les autres, de ce que vont dire les autres. On s'attache qu'à ça, en fait. Voilà, il y a des personnes même voilà, les personnes qui des fois se font du trou, à la limite, pour une personne, quoi. Et faut pas. Ouais, c'est dommage, quoi. Faut être sûr de soi et voilà, faut pas trop s'attarder à ça, quoi. C'est tout. Faut pas se comparer. Voilà, après, faut pas se comparer aussi. Ok. Alors, un autre domaine, c'est qui est plus sur la gestion des émotions. Comment tu t'y prends pour gérer la pression ou le stress quand tu en as? La prise, enfin, c'est les émotions en général ou juste le stress? Moi, après, les émotions en général, ce que je fais, c'est que quand j'ai une émotion qui arrive, bon, en général, c'est des émotions désagréables, hein, parce que les émotions agréables, on est content de partager sa joie. Mais
comment je gère le stress? C'est ce que j'avais dit après, hein, c'est la visualisation. Je me dis toujours ça va bien se passer et en général, ça se passe bien. C'est tout, hein. Après, moi, j'ai pas un niveau de stress, ouais, j'ai déjà fait des tests, j'ai un niveau de stress qui est très, très faible. Ce qui s'explique aussi pourquoi j'aime bien le challenge, parce que j'ai un petit peu d'adrénaline. Mais j'ai pas de problème d'anxiété ou de choses comme ça. Et puis, je pense vraiment, après, je sais qu'il y en a qui ont ce problème d'anxiété, mais je pense que quand on voit des choses de façon positive, on voit pas les problèmes. Moi, je pense pas problème. Je pense pas problème du tout. Moi, je pense objectif. Donc, je me dis toujours, voilà, c'est quoi l'objectif? Aujourd'hui, voilà, j'ai le podcast, voilà, par exemple. Donc, ce matin, je me suis dit, encore organisation, je me suis dit, je vais lire un petit peu les questions qui peuvent m'être posées, etc. Je me suis posé un petit peu. Voilà, je sais que la préparation était là, voilà, je savais qu'on avait rendez-vous, j'étais là au rendez-vous, ça va, et je me dis, ça va bien se passer, ça va être intéressant, je vais avoir des échanges, voilà, je vois le positif, ça va me faire la visibilité sur LinkedIn. Voilà, c'est une nouvelle expérience du podcast que j'en ai jamais eu. Voilà, je vais apprendre et puis je vois comme ça en fait, je vois pas comme oh là là, c'est un problème, je l'ai jamais fait, comment je vais parler. Ouais, je vois pas ça. En fait, je vois jamais. Je m'attarde pas sur les problèmes. En fait, même si, ouais, je pense objectif. Et bien sûr qu'après, je dis pas que je vois pas les problèmes, je pense objectif. Si à un moment donné il y a un problème, on résoudra sur place. Pour l'instant, ça se passe bien, mais voilà. Mais je pense que, ouais, je pense que beaucoup sont stressés et anxieux parce qu'ils voient le négatif, ils voient toujours. Mais mais voilà, donc du coup, moi, j'ai pas de problème de stress en fait. Voilà, c'est tout. En fait, il voit souvent le mur avant qu'il arrive. Quand je dis il voit un mur, des fois il n'y arrivera jamais, mais ils sont déjà dans le mur, quoi. Donc ça les stresse. C'est un peu ça, quoi. Donc, écoute, alors, on arrive sur la fin de l'épisode. Avant de clôturer, je vais te poser une dernière question. Ouais, après, j'ai un exemple. Souvent, on dit que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Après, j'ai peut-être une illustration. Plutôt une illustration et puis répondre à la question. Qui m'avait marqué et que je suis pas trop d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je fais le distinguo entre être déterminé, voilà, parce on s'est fixé des objectifs, on sait qu'on peut le faire, on est déterminé parce que derrière, comme je dis, il y a la peur, mais il y a l'excitation. On sait que si on va y arriver, on sera fier, on se sentira bien, etc. Donc ça, c'est être déterminé. Ça, c'est être déterminé. Et je fais la distinction avec être borné. Il faut faire vraiment cette distinction-là parce que être borné, du moment, voilà, on se dit, il faut rien lâcher, mais en fait, ça nous plaît pas, on est dans un environnement qui est toxique, on fait un métier qui nous plaît pas, on mène pas la vie qu'on aurait voulu, on mène peut-être la vie que nos parents auraient voulu, ou notre conjoint, etc. Enfin, on est dépendant, des choses comme ça. Et en fait, ça, c'est être borné, quoi. Se dire, oui, je vais tenir parce que j'ai un mari, je vais tenir parce que j'ai des responsabilités, je vais tenir ça. Quand j'entends je vais tenir, déjà, en général, c'est qu'on est borné. Moi, quand j'entends le mot tenir, c'est déjà qu'il y a un problème. Voilà. Donc, pour moi, je fais vraiment la distinction entre déterminé et borné. Donc, c'est pas, il faut rien lâcher. La force mentale, il faut voir, est-ce que je lâche rien parce que c'est mon objectif, je suis déterminée, derrière, j'ai l'excitation de le faire et je serai fière et je me sentirai bien. Ou est-ce que je vais rien lâcher parce qu'il faut tenir, parce que je suis forte, parce que j'ai des responsabilités, parce que je suis mariée et que c'est pas bien de divorcer, par exemple. Voilà, c'est pas la même chose, quoi. Moi, je suis vraiment distinguo entre déterminé et borné. Donc, je dirais pas ça. Je dirais la force mentale, c'est de savoir peut-être c'est de peut-être construire ces outils
justement, quels sont les outils pour arriver à ces objectifs. C'est ça la force mentale, c'est on a des objectifs bien définir et comment je mets le curseur aussi, comment je mets le curseur. Voilà, il y a toujours une histoire de curseur. Voilà, quel curseur je mets, vie pro, vie perso, quel curseur je mets justement pour prendre soin de moi, quel curseur je mets pour justement avoir la motivation dans mes projets. Il y a toujours une histoire de curseur. Où je mets le curseur entre l'empathie, moi, le professionnel, le privé, voilà. Moi, c'est plus ça, la force mentale. C'est pas attention à ça parce qu'on voit de plus en plus dans les burn-out, les personnes elles disent je dois tenir. Mais là, c'est pas la force mentale. On est déjà en burn-out. C'est déjà on est plus bon en fait. On raisonne plus de la bonne façon. Donc voilà, vraiment se dire est-ce que je lâche rien parce que je veux atteindre mon objectif ou est-ce que je tiens. C'est souvent le mot qu'on dit de toute façon. Est-ce que je tiens parce que on me dit que j'ai des responsabilités, ce qui est différent. Bah écoute, Carole, on arrive à la fin de l'épisode. Traditionnellement, je laisse le mot de la fin à mon invité. Quel est ton mot de la fin? Et après, on pourra se dire au revoir. Mon mot de la fin, c'est... Qu'est-ce que je veux dire en mot de la fin? Je veux dire prenez soin de vous, voilà, parce que franchement, de mon expérience, après, je veux pas généraliser, mais je pense quand même que c'est assez proche de la réalité. C'est quand on prend soin de soi qu'on arrive à bien prendre soin des autres et d'avoir une qualité de vie qu'on aurait voulu et qui amène à l'épanouissement personnel. Donc, prenez bien soin de vous. Voilà, vous mettez pas trop la pression. Voilà, écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez, voilà, et arrêtez de vous mettre trop la pression, de courir tout le temps dans tous les sens. Vous savez même pas dans quel sens vous courez. Il y a beaucoup de personnes qui savent même plus pourquoi elles travaillent. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez du temps. Vous avez le droit de prendre du temps, vous avez le droit de vous poser, vous avez le droit de prendre du recul, vous avez le droit d'avoir une activité extra-professionnelle. Il y a personne, voilà. Prenez les droits parce que sinon après, on prend pas soin de soi, on coule, et l'entourage avec. Donc prenez bien soin de vous. Voilà. Merci beaucoup, Carole. Et mon mot de la fin à moi, ça sera prends soin de toi et j'invite toutes celles et ceux qui aimeraient rentrer en relation avec Carole suite à cette émission à le faire sur LinkedIn. Elle est assez visible et joignable. Donc voilà. Merci Carole, à très bientôt et je te remercie encore pour ton témoignage. Avec plaisir, merci beaucoup pour cette interview, Sébastien. Une belle journée. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.